douceur, faiblesse. On va peut-être répondre quand même à deux, trois. On va reprendre ce qu'on vient de voir. Tout ce qu'on vient de voir, on va vraiment l'expliquer bien. Elle est partie, elle est partie. Elle a éteint, normalement, je suis pas grillé. Elle est grillée. Bonjour les paroles. Tout le monde sait que je suis taquin. Tout le monde sait que je plaisante. Non, on a... Comment? Normalement, quelqu'un aurait dû s'occuper de ça. Quelqu'un aurait dû s'occuper de ça. Le titre du cours, j'ai cru comprendre, c'était le positionnement des messages. On a eu une question ici sur la programmation des cellules, comment elles se programment. Alors, il y a un ouvrage qui est exceptionnel, qui regroupe un petit peu ce qu'on vient de voir, sur est-ce qu'une cellule a une conscience propre, c'est ça la vraie question, ou est-ce que c'est une conscience collective de l'organisme. On pourrait donner un parallèle avec une fourmilière, ce qui se passe avec les fourmis, avec des abeilles, avec d'autres petits insectes comme ceci. Et il y a un professeur qui s'est aperçu effectivement qu'une cellule isolée avait sa conscience, réfléchissait, son intelligence et des émotions. Des émotions parce qu'on a vu qu'elle réagissait par rapport donc, à l'environnement dans lequel on la soumettait. Une intelligence parce qu'on a vu qu'elle savait s'adapter et se modifier en fonction également d'un autre environnement, donc c'est des expériences qui ont été faites. Et elle fait partie aussi quand même. Et tout ça, bien entendu, et genre pour ceux qui étaient là la dernière fois quand on a vu en biophotonie comment on avait vu que le photon était le boson vecteur de l'électromagnétisme, que dans chaque atome on a un noyau, donc des électrons qui tournent, donc de l'électromagnétisme qui se fait, et on a vu que le message passait donc d'un atome à l'autre, automatiquement d'une cellule à l'autre, par effectivement la lumière. Et on a vu qu'il y avait un champ, pour ceux qui étaient là, un champ global qui entourait tout organisme, qui est ce champ collectif. Donc lui, il contient l'information, alors c'est ça, ce qu'on peut nous ramener à la médecine holistique, donc la médecine d'un tout, c'est qu'on a l'information de chaque point d'un corps, d'un organisme, qui va être transmise. C'est comme si on avait un super ordinateur où dans une carte on avait tous les points, et chacun des points donnait son état. Moi je vais bien, moi je vais bien. C'est comme si chacun d'entre nous disait moi je vais bien, moi non, moi j'ai soif, moi j'ai faim. Et qu'ensuite il y avait une conscience générale qui transmettait toutes ces informations et qu'on avait une réponse en face et qui apporte à chacun ce qu'il a besoin. Toi tu veux du coca, toi tu veux un shawarma. Mais bon, c'est un petit peu ce qu'on avait vu. Et de ce fait, on va essayer de sortir un petit peu de ça, mais c'était juste pour revoir pourquoi les choses elles se font. Il y a une partie consciente, une partie inconsciente dans tout. Et ça, c'est automatique, puisque si on était conscient de tout ce qu'on faisait, on ne pourrait pas tenir. Ne serait-ce que pour respirer, penser qu'on a à chaque instant besoin de prendre une inspiration, de la relâcher, en même temps parler et compagnie, c'est impossible. Et c'est à ça qu'on... Ceux qui avaient été là au début aussi, qui avaient eu le docteur Zerbil qui venait donner les cours ici, qui avait expliqué le système parasympathique. Ça, c'est on réfléchit pas. Voilà. Mais dans ce système-là, on a tout ce qui va être les réflexes, tout ce qui va être connu, donc qui est pas fort, enfin qui est autonome. Au niveau de l'esprit, au niveau, alors pour ceux qui étaient encore là, la dernière fois, on avait vu aussi une expérience dans laquelle on avait pris un rat. C'est pas moi qui l'ai fait. Je n'aurais jamais pu faire ça un rat. Mais un rat à qui on avait habitué donc, dans un labyrinthe à trouver son chemin pour avoir sa nourriture. Et après l'ablation d'une partie de son cerveau dans laquelle on dit qu'il y a la mémoire, on s'est aperçu qu'il faisait le même chemin sans aucun problème dès le premier coup. Donc ces scientifiques ont montré que l'information n'était pas contenue dans la matière grise de la cellule, mais dans le champ électromagnétique qui l'entoure. Autrement dit, l'information se trouve à l'extérieur du corps. Pourquoi c'est important? Parce que quand on vient de parler du système parasympathique et des réflexes et tout ce qui est autonome, on peut voir les choses un petit peu plus loin et essayer de comprendre qu'il y a une partie donc, qui est consciente de notre corps et une partie qui est inconsciente. C'est valable pour nos décisions, c'est valable pour notre analyse, c'est valable pour chaque chose qu'on dit. Et là, on va remonter encore d'un autre degré et comprendre ce qu'on vient de dire avant. J'ai noté pas mal de choses importantes. Est-ce qu'on est aligné? C'était la question que quelqu'un a posée. Comment c'est qu'on est aligné? Est-ce que les choses elles se font naturellement ou pas? On avait vu aussi avec le RAV comment la personne elle peut se déformer par rapport à un environnement. On a des gens qui sont pas du tout, qui n'expriment pas. Alors c'est quoi exister? C'est être à l'extérieur.
l'extérieur de soi. Donc exprimer, c'est exactement la même chose, c'est imprimer à l'extérieur de son corps. Donc ça se traduit par nos mots, ça se traduit par nos actes, ça se traduit par nos pensées, partout. Et au final, être pas... Alors, si on peut penser que c'est difficile de comprendre c'est quoi être aligné, c'est pas compliqué de comprendre c'est quoi être à l'être. C'est quand on va imprimer des messages qui ne sont pas dans l'imprimante. Voilà. Et donc aligné, être aligné, ça veut simplement dire être en harmonie, en accord avec soi-même. Alors, une autre question qui a surgi du bon sens, c'était de savoir, mais quand est-ce qu'on est sûr qu'on est aligné, et quand est-ce qu'on a confiance en soi, et quand est-ce qu'on n'a pas confiance en soi, et quand est-ce que là-bas, j'ai entendu, quand est-ce que l'Yatsarara, plus on avance dans le temps, et plus il devient fort. Et effectivement, l'Yatsarara devient de plus en plus fort. Et c'est logique. Alors ça, après, c'est de la psychologie de base. C'est de comprendre que plus le temps avance, plus l'enjeu de notre vie, elle avance. On fait tous les jours des choix, et il y a une remise en cause qu'on fait à chaque instant. Alors elle est consciente ou inconsciente, mais il y a quelque part dans notre esprit quelque chose qui nous dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai épousé la bonne personne? Est-ce que j'ai choisi le bon boulot? Est-ce que j'ai bien dit à mon fils? Est-ce que j'ai bien dit à ma fille? Est-ce que j'ai acheté la bonne maison? Est-ce que? Et on fait nos choix et on avance. Donc après on les assume, on continue. Mais plus le temps passe avec les années, et plus cette remise en question, elle est énorme. Il y a des gens qui peuvent se réveiller un jour, après une très longue vie, et dire, mais j'ai complètement quitté la plaque, j'ai fait n'importe quoi, j'ai raté ma vie. Et la peur de cet échec, la peur de cette remise en cause, elle s'entend à travers la voix du Yatsara. Ça, c'est la partie religieuse. Mais on pourrait donner un autre nom au Yatsara. Ça, c'est parce que c'est ce qui nous parle à nous, mais il y a d'autres noms pour l'appeler. Et à partir du moment où on comprend ça, faire le bilan au quotidien, chaque jour, ou peut-être de manière régulière, est-ce que ce que je fais, c'est bien? C'est surtout de se dire, est-ce que ce que je fais, ça me correspond? Est-ce que ce que je fais, ça me correspond? On arrive à la question du bitachon. On arrive à la question de la confiance en soi. C'était ça? Je sais plus. Est-ce que j'ai confiance? La confiance, voilà. C'est quoi avoir confiance en soi? C'est peut-être aussi, alors on a parlé d'un enfant de 0 à 7 ans, c'est une éponge. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui, il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui de n'importe qui. C'est tout et tout le monde qui passe et qui fait quelque chose, il boit. C'est du mimétisme pur. Après, de 7 ans à 14 ans, dans l'adolescence, il va y avoir une deuxième dimension. Il va commencer à prendre pour lui et à construire son ego. Et là, c'est plus n'importe qui, il va faire un tri déjà entre les gens qui ont l'autorité sur lui, les gens qui ont l'influence, les gens sur lesquels il pense que ces gens-là sont valables. Et c'est comme ça que vont rentrer en lui des tas de, on va dire des tocs, des habitudes, des croyances. Vous savez, le t'es bête, pas capable, t'es méchant, t'es. Alors là, la dissociation, elle est très simple. On ne dit pas t'es méchant, la réponse elle est simple, parce qu'on ne dit pas t'es méchant, on dit ce que tu as fait est méchant. Tu n'es pas bête, ce que tu as fait est bête. Et il n'y a pas de mal à le dire. D'ailleurs, dans la Torah, il y a bien marqué, si tu aimes ton fils, ne ménage pas ta vierge. J'espère que j'ai dit le bon mot. C'était pour la blague. En tout cas, voilà. Donc, il faut pouvoir dire les choses. Simplement, il faut toujours dissocier. Attends la télé. Oui, il faut pouvoir dissocier un homme de ses actes. Il faut pouvoir dissocier un homme ou une femme, vous avez compris, de ses pensées. Et après comprendre à qui on parle. Alors, si on devait faire de la pratique, parce qu'on a besoin de faire un peu de pratique, si on devait faire de la pratique, il y a quelque chose aussi qui est important à comprendre. On a un patient qui se présente devant nous. Il a mal, il n'est pas bien, il est déprimé, il est schizophrène. Peu importe ce dont il souffre. Alors il y a cette fameuse phrase qui est très connue où on dit la maladie, c'est le mal à dit. Et c'est aussi qu'il a mal dit. Donc on est dans la formation, alors, pour revenir à ce qu'on dit en préambule, on sait qu'on a un organisme qui s'est formé, qui a capté des messages, oxygène, compagnie, on connaît le chemin, mais aussi on a la façon dont les fréquences elles ont été émises. Il ne suffit pas de parler. Alors, parce que quelqu'un a dit oui, il faut parler. Il ne suffit pas que de parler. Parler, ça veut dire émettre des sons. Ces sons vont être traduits en pensée, vont faire résonner des émotions. Vous trouvez un écho dans la corde qui est alignée, donc qui est branchée sur la même fréquence en face. C'est une chose. Après, comment injecter le message? Il n'y a absolument aucune raison que ça fonctionne. Techniquement, il n'y a aucune raison.
la première chose, c'est de savoir à qui on parle. Quand on a quelqu'un qui vient et qui exprime un message, alors, c'est le professeur de Sudoku qui était là, et je vous dirais, dans le tableau des énergies, il est où? Est-ce qu'il est dans le vent? Est-ce qu'il est dans la chaleur, dans l'ardeur, dans l'humidité? On a les tranches d'âge, 0,12, 12,24, etc. Il y a quelque chose qui est pas compliqué, mais qui peut toujours donner un indice, c'est qu'on a une personne qui vient s'asseoir en face de nous, à qui je parle. Est-ce que je parle à M. Eric, l'adulte, et il vient, il s'assoit devant moi, et il commence à me raconter quelque chose qu'il veut, quelque chose qu'il désire, ou quelque chose qui est complètement en décalage avec ce à quoi je pourrais m'attendre si la situation avait été normale. Et là, je comprends que je ne parle pas à Eric, je parle à un petit Eric, je parle à un enfant qui est dans Eric. Et tout ce qui est, alors, tout ce qui est désir, tout ce qui est émotion, tout ce qui est besoin, frustration. Alors la frustration, elle peut être du décalage entre le grand Eric et le petit Eric. Quand les deux ne se mettent pas d'accord, je veux quelque chose, je sais que c'est pas bien pour moi, mais je le veux. C'est horrible. C'est problématique, ça. Mais c'est la base de la vie, c'est 80% des disputes et du problème du monde, c'est que je suis en contradiction avec moi-même. Je veux quelque chose, je sais que c'est pas bien. Ou alors je veux pas faire quelque chose, mais il faut le faire. Et là, on a le petit moi et l'adulte moi qui sait qui va gagner, et qui sait qui va. Et au final, mon action va être le reflet de ce que j'aurais fait primer dans la balance. À aucun moment ce qu'il fallait que je fasse. Ça aussi, c'est quelque chose de peut-être pas évident à comprendre. Systématique, quand même. C'est pas systématiquement, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'ai fait quelque chose que c'est ce que je devais faire. Et c'est pas parce que j'ai fait ça que c'est ce que je voulais faire ou c'est ce que j'avais besoin de faire. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre à qui on parle. Parce que la personne que je vois en face de moi, elle laisse parler un enfant. Quel âge a cet enfant pour pouvoir essayer de lui apporter la solution à son problème. Et c'est en réglant le problème de ce qu'on a en face de nous qu'on va pouvoir régler le problème de l'adulte. Parce que c'est rarement l'enfant qui vient, ou alors c'est qui l'amène, et si c'est le cas, on ne va pas lui parler comme un adulte, on va tout de suite s'adapter. Donc en pratique, on va commencer peut-être par là. Après, comprendre, on a parlé des ancrages. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vais vite. Ouais. Non, on doit s'occuper de l'enfant qui est Avant de s'en occuper, il faut savoir qui c'est. Voilà. Mais on doit amener la personne adulte à s'occuper elle-même de l'enfant qui est en lui. À partir du moment où vous avez... Plutôt que de s'occuper nous-mêmes. Si la personne est en face de vous, c'est qu'elle a pris une décision un jour. Déjà, c'est d'aller mieux. Ou alors qu'on l'a forcé. Mais en tout cas, elle est là, a priori, qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, on fait partie de ce genre de métier où les gens, ils ont été voir des vrais spécialistes, des professionnels, des vrais, bien sûr, qui sont diplômés avec une reconnaissance, ou quand on va les voir et qu'on dit j'ai été voir le docteur. Mais quand on a été voir le docteur psychiatre ou un psychologue spécialisé et qu'après 10 ans de thérapie, et je vous assure que j'en ai vu, on est juillet-août, j'ai vu peut-être une 60aine de personnes. Parmi eux, j'ai des cas avec des gens qui ont été suivis pendant de très très longues années et qui n'allaient absolument pas mieux, juste c'est leur rendez-vous, ils ont réussi à mettre un bout de scotch dans leur agenda en disant ce jour-là, je sais que je vais avoir telle personne m'asseoir et on va aller raconter ce que j'ai envie. Ça n'a jamais avancé. Pendant des années et des années et des années. Au Rachel, il a suffi 2 heures, à 2 jours d'intervalle, à d'une semaine à l'autre, est sorti une bombe. Et la personne que j'avais en face de moi n'était pas la personne qui a voulu la porte. C'est pas la personne qui vient, c'est quelqu'un qui a dit j'en ai marre, je veux que ça change, je veux pas. Ça ne l'aide pas. Alors, et d'ailleurs, il y a quelque chose de grand. On a tous vu des tas de films de psychologie de comptoir, de bar, de francs. Et au final, on dit oui, c'est parce que dans mon enfance, okay. Mais des fois, mettre un mot sur un mal, identifier le doigt sur un problème, ça va pas le régler. Ok, mes parents ils m'ont battu. Ok, il y a eu ça. Ok, j'ai abusé. Ok, tout ce qu'on veut. Ça, je vais pas mieux. Et c'est pas parce que mettre en exergue de problèmes, dire vous savez, en Afrique, il y a des gens qui crèvent de faim. D'accord, moi j'ai faim quand même. Maintenant, j'ai plus faim. Je veux jeter mon foie là. Ça aide pas les gens. Et quand on comprend ça, on comprend que la méthodologie d'aller dire je vais t'expliquer c'est quoi ton problème à l'adulte que j'ai en face de moi et lui donner les mots qu'il attend et c'est pas du tout ce qu'il lui faut. La personne, alors à moins qu'on considère que les gens soient tous des demeurés et qu'on est là pour leur expliquer la vie.
Et Peut-être de lui donner des outils. Peut-être faut lui donner des outils qu'il n'avait pas à ce moment-là. ça, c'est bien. Ouais, On peut oui, donner des c'est outils. ça. Mais les outils, c'est pas leur expliquer la vie. Et les gens, ils savent beaucoup. Alors, effectivement, dire les choses pour quelqu'un qui ne l'a pas dit, c'est salvateur. Ok. Mais ça ne va pas le guérir. Après, il y a aussi un phénomène de recadrage. On était dans la confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi? Confiance en soi, ça veut dire croire que les bases que j'ai sont solides. Et le fait est qu'au fur et à mesure d'un chemin de vie, on aura toujours sur notre route des gens beaucoup plus forts que nous, avec une meilleure débat, et qui vont nous ébranler du matin au soir. Et puis, ils auront souvent raison. Et ils sont souvent impressionnants. Ils vont imprimer en nous quelque chose, une émotion, on va copier. Le doute, il viendra du fait que tu penses que ce qu'il a dit remet en cause tes convictions. C'est pas forcément, des fois ça vient pas en contradiction, mais ça peut venir simplement mettre une tâche sur l'écran de la photocopieuse qui fait que tout ce que tu vas cloner derrière, il y aura cette tâche qui va s'imprimer. Remonter le temps, c'est quelque chose qui est possible. Il y a plusieurs techniques pour le faire. On n'est pas là pour en parler maintenant. Il y a un jour on me demande. Mais on peut remonter le temps. On peut prendre quelqu'un qui a eu un traumatisme, et un traumatisme c'est exceptionnel parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde se raconte des histoires. D'ailleurs, on s'invente un passé, exceptionnel. Moi, je n'en connais pas. Je peux me faire une vie avec des dinosaures, je suis exceptionnel là-dedans. Mais on se raconte des histoires, on se refait notre vie, et souvent, on s'aperçoit que quand on cherche notre enfance, on cherche nos relations qu'on a eues avant, parce que quand on a quelqu'un qui a un problème et qu'on essaie d'aller trifouiller, on s'aperçoit ce qu'il est en train de nous raconter. Et lui-même le dit, souvent, je suis pas sûr, ça ressemble à ça. Et au final, notre cerveau inconscient a mis des images qui ne sont pas réelles. Et il les a associées pour faire parler une émotion qui, elle est réelle. Mais elle est réelle parce qu'elle se matérialise à un moment X. Et c'est quoi une douleur du passé? C'est une douleur qui n'existe plus, qu'on fait exister dans le présent. Et qu'on rappelle. Et il suffit de marcher dans la rue, de voir quelque chose qui ressemble à ça, pour la ressentir automatiquement maintenant. Et donc, on revient dans le passé, et on se raconte une autre histoire. On recadre les faits, on essaie d'aller chercher les ancrages qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui fait que cette personne a ce comportement? Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de l'histoire de la voiture? On est en voiture en chemin, ma femme va accoucher, mon patron va me virer, ça se passe demain, vous vous rappelez? Non? Qu'est-ce que je regrette d'avoir parlé pour elle? Elle était longue cette histoire en plus. Bref. Les automatismes du système parasympathique qui ne s'arrêtent pas à ouvrir la poignée d'une porte, appuyer sur un bouton d'un ascenseur ou mettre ses chaussettes. Parce qu'effectivement, toutes ces choses-là, on se torche les yeux. Ouais. Tout ça, c'est des choses qui se font naturellement, sans même y penser. On sait que le corps, il est habitué à faire des réflexes. Le plus connu, c'est que je vais tendre ma main et puis tout le monde va lever la poignée sans y réfléchir. Et je vais lever ma main et je vais le refaire 20 fois, la personne en face de moi. Parce qu'elle ne réfléchit pas, c'est son corps qui parle. Mais ces réflexes-là, ils existent aussi au niveau des émotions et des comportements. Et trouver l'alignement d'une personne, pour voir que quelqu'un ne va pas bien, on peut effectivement voir des miracles, ce qu'on appelle un miracle. En vrai, c'est juste une manifestation spectaculaire d'un phénomène naturel. Là, je ne veux pas casser le monde, mais c'est juste pour expliquer que c'est quelque chose qui est possible. Un miracle, ça existe, ça se voit. Et un miracle, ça peut être une prise de conscience. Quelqu'un qui n'a rien compris toute sa vie, on lui a expliqué quelque chose, il ne veut pas, et puis du jour au lendemain, il suffit d'une parole d'un enfant qui est passé quelque chose, il dit ah mais c'est ça, et c'est refait. C'est un miracle. Le bon endroit, bon moment, la bonne coïncidence. Myri, il y a à faire. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je pense que tu nous expliquerais pour avoir la clé pour débloquer des situations. Tu viens de le faire? Mais tu n'as pas écouté? Je plaisante. Je suis bête. Non, dis-moi. Alors, donne un cas concret. Ah, ben voilà, un cas concret. Alors, un cas concret, déjà, non, c'était pas ça. Il me semble que ma mémoire est bonne. Ma mémoire est bonne. Non, tu as posé la question, des fois, on a envie de faire des choses, on sait qu'on ne peut pas, comment on peut les faire, et elle a dit, est-ce qu'on peut débloquer la situation? C'était pas ça? Faire quelque chose auquel on voudrait, mais... Alors, là, on rentrait dans l'histoire des croyances. Une croyance, elle est soit bonne, soit limitante. Une croyance limitante, c'est-à-dire je ne peux pas, c'est trop gros, oui, mais alors, dans la même journée, c'est pas possible. C'est interdit. Oui, déblocage d'un trop trop plein physique. C'est quelque chose d'exceptionnel, parce que pour le coup,
on s'empêche et on s'ampute d'une possibilité de réaliser quelque chose qu'on a en soi. La limite, imaginons, c'est très simple. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu connais quelqu'un qui? Est-ce que tu connais quelqu'un qui? Ouais, moi j'ai 5 gosses, il faut ça, tac, 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 donc je peux pas. Est-ce que toi tu connais, c'est la première question de l'enthérapie, quelqu'un qui est devant toi, est-ce que tu connais quelqu'un, notez, un secret, non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a 5 gosses, qui est dans ta situation et qui lui l'a réussi? Non, c'est pas ça. Moi, en France, je réussissais sans problème. C'est depuis que je suis là et je sens un blocage. Alors, non, regarde, Baruch Hashem, en regarde, France, est-ce que tu j'ai connais réussi à aller dans l'objectif que je voulais. La formule mathématique est la même. Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un qui en France réussissait ou pas, mais qui arrive ici en Israël où toi tu as un blocage et qui lui réussit? Il est encore plus bloqué que moi. Non, je rencontre souvent des gens dans la même situation que moi. Tu n'en connais pas une au monde dans ta Celle qui situation a aussi 14 enfants et qui a ça. Non, mais elle est restée en France, elle a peur de venir en Israël. Donc Israël, ça porte la poisse quoi. Ah, Ah, l'histoire, non, Chas V'Shalom. Non, mais je me dis qu'il y a des forces ici. C'est vrai, je reviens à ce qu'elle disait la jeune femme là-bas, que c'est Alors très je vais difficile. Il y t'inviter a à des faire quelque blocages. chose. Je vais t'inviter à faire quelque chose d'extrêmement compliqué. Ah. Extrêmement compliqué dans sa simplicité. C'est le grand paradoxe. Si je vous dis maintenant que tout le monde ferme les yeux, il y en a qu'une qui me suit, tiens. Non, personne ne regarde. Si vous avez la possibilité maintenant de fermer les yeux et d'imaginer un monde où tout serait possible, ça veut dire que là, vous allez prendre votre croyance limitante. Israël m'empêche de, ou il y a quelque chose en Israël qui fait que les gens autour de moi pensent comme moi que. Et imagine maintenant que tu peux, d'un claquement de doigts, le faire disparaître. Juste imagine que en Israël, précisément, tout ce que tu veux, quoi que ce soit, j'en ai aucune idée, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est en train d'arriver à des gens, et puis toi, tu es sur la liste. Et c'est en train de t'arriver. Sauf que, tu sais, quand tu as un film, tu as un DVD devant toi, et tu sais c'est quoi un DVD, on est déjà tous dans le cloud. On a un DVD, une cassette VHS. Et un livre, allez, on va prendre un livre, voilà. On va prendre un livre avec une histoire, un roman. Et dans ce livre-là, il y a un épisode. Cet épisode, il n'est pas encore arrivé. Donc pour le lecteur, qui ne connaît pas l'histoire, il commence le début, et puis il attend, qu'est-ce qui va se passer, il ne sait pas c'est possible, c'est pas possible, et puis l'écrivain, il a écrit l'histoire. Et puis lui, il sait qu'à ce moment, il est là. L'information, on sort du contexte psychologique et compagnie, l'information mathématique, scientifique, elle est dans le livre. Elle existe, la donnée, elle existe. Sauf que il y a la timeline, il y a le temps, fait que on ne l'a pas encore vu. Le film, il est en pause. Il n'est pas en pause. Il est pas en pause. Il est en C'est pause. pas arrivé au Il stade est où- déroulé. Il est en pause. Voilà, il est en pause. Le film, il ne s'arrête jamais. La réalité ne s'arrête jamais. Le temps ne passe pas. Ça, c'est ce que j'avais Non, dit la mais dernière fois. Le temps ne passe pas. C'est-à-dire, penser que oui, le temps passe, ça peut être compliqué à comprendre. Même peut-être ça peut paraître absurde pour des gens, mais c'est absurde de dire que le temps passe. Le temps ne passe pas. Non, Ce mais qui le passe, c'est la le réalité. Le temps blocage. est un marqueur qui fait qu'on voit la réalité passer. Et d'ailleurs, c'est le même marqueur sur lequel on se repère sur une courbe pour voir quelle était la réalité à un moment donné. Le temps n'est pas passé, la réalité est passée. Et dans le livre, il y a la donnée. Donc maintenant, tu as juste à te dire, quand tu penses que quelque chose n'est pas possible, que déjà pour commencer à le rendre possible, et alors rien dans la vie de personne ne peut arriver à partir du moment où il pense que c'est pas possible. C'est la base de la base de la base. Si moi je pense que quelque chose n'est pas possible, je ne vais pas gagner. Déjà, ça c'est une certitude. Je vais monter, je ne vais pas gagner. Si je pense que je ne peux pas apprendre ma leçon, en l'apprenant, je n'ai pas la conviction et je ne vais pas réussir. Si je pense que je peux, ça peut arriver même au point qu'il y a des gens qui se disent je ne peux pas traverser la rue. Et ces gens-là ne pourront pas traverser la rue. C'est fou le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'inconscient qui se dit, mais et d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais il y a des phénomènes qu'on peut observer où on voit des gens faire des choses incroyables en disant c'est impossible qu'ils fassent ça. Mais juste parce qu'ils arrivent à être dans une dimension intérieure dans laquelle leur justement conscience et tout ce qui est réfléchi disparaît. À partir de ce moment-là, ils rentrent dans le truc où il n'y a plus de limite. Et là, on peut leur faire des choses incroyables. Et ça commence par ça. Ça commence par cette petite histoire de se dire, là tout de suite, j'ai X à régler, mais dans ma tête, je me disais, c'était pas possible. Et il suffit de commencer par imaginer que ça l'est. Et le fait d'imaginer que ça l'est rend la pensée possible. La pensée est créatrice et elle va créer la situation. Je pense que c'est possible parce que je l'ai déjà vécu, donc je sais que c'est possible. Waouh! Mais non, tu vois c'est vrai.
Mais Bien sûr. moi je dis toujours j'attends la bracha, mais c'est vrai que des fois tu sens que c'est un peu. Il y a un petit blocage, un Eh truc. ben, tu sais, le blocage, c'est quoi? C'est l'attente. C'est l'attente. C'est toi l'attente. Et c'est toi le blocage. C'est ça. C'est toi. Qu'est-ce qui t'empêche de... Alors, Ah, qu'est-ce qui attention. m'empêche? Les Alors, clients ils attention. viennent pas, tu vas pas aller. Ou alors ils viennent, ils veulent pas payer, ah ou bon c'est toujours ah des. bon ah bon Ouais. ah bon, ok. Alors, premièrement, penser que quelque chose est possible le rend possible, oui. Maintenant, se dire, ok, c'est possible, ça va m'arriver un jour. C'est une chose. Mais penser, non, là, maintenant, je vais me lever dans le magasin, là, tout de suite, il va y avoir du monde, les gens sont là. Si dans ta tête, tu vis dans la réalité, et alors attention, ça peut paraître fou et simpliste de dire, ouais, mais alors dans ces cas, il suffit de penser que. Non, il suffit pas de penser, il suffit de penser, d'y croire, de vivre cette réalité. Je te rappelle, c'était là où on a parlé de la superposition quantique, Ouais. que tout existe, c'est toi qui, en pensant à quelque chose, fixe une réalité. T'oblige à ce moment-là, la particule, de prendre un état fixe. Et le phénomène de superposition n'existe plus. En réalité, tous les univers et tout ce qu'on vit existe déjà. C'est juste toi, en fonction de la réalité dans laquelle tu as envie de vivre, que tu vas vivre cette réalité, tu vas prendre ce chemin. Et tout ce autour de toi va se faire. Mais ça, c'est pas que j'y crois. C'est ça que je le vis. Pardon? Comment ça arrive? Moi, je vais aller, le banquier va me recevoir. Tu as choisi. Alors, comment Vous avez choisi à ce moment Non, toi, précis. Tu as choisi à ce moment précis de vivre une réalité. Ouais. Choisir, ça ne veut pas dire simplement vouloir. Ça veut dire la ressentir, la vivre, l'imaginer. Pourquoi des gens... Moi, ça m'est arrivé des choses assez spectaculaires quand j'ai commencé à expérimenter ça. Parce que c'est facile à dire, c'est facile à motiver les gens. Je me suis dit, mais il y a des limites. Même cette phrase, elle devrait choquer les gens. Dire, mais il y a des limites. Non, il y en a pas. Moi, j'ai vu. Je ne peux pas le dire parce que c'est Ah, c'est dis-le, ouais.